Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'opposition et le gouvernement en désaccord sur les obsèques de Tshisekedi en République démocratique du Congo. Le corps de l'opposant historique ne sera pas rapatrié en RD Congo avant la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. L'UDPS a tenu une conférence de presse ce lundi 13 février à Bruxelles afin d'éclaircir son point de vue. En Côte d'Ivoire, les 6 journalistes ivoiriens, dont 3 patrons de presse interpellés dimanche 12 février dans un camp de gendarmerie d'Abidjan, ont été relâchés. Les membres de l'association des journalistes ivoiriens dénoncent l'atteinte à la liberté d'expression. Selon eux, ces arrestations constituent une grave menace pour la liberté de la presse dans le pays. Une usine d'asphalte a été fermée au Nigeria après la manifestation des riverains contre la pollution. Les habitants de Port Harcourt affirment que depuis la fin de l'année 2016, ils ont constaté un dépôt noir sur les toits de leur maison, sur leurs voitures et même dans leur habitation. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'une date pour le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Le gouvernement congolais et l'Union pour la démocratie et le progrès social ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques de l'ancien leader de l'opposition. Le corps de cet ancien leader ne sera pas rapatrié avant la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Reportage de Jacques Amboka, correspondant au Congo à Kinshasa. Aucune date avancée pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. La famille biologique du président de l'UDPS et son parti ont réaffirmé leur engagement de ne permettre le rapatriement de la dépouille vers Kinshasa qu'après la mise en application de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 13 février 2017 à Bruxelles, Monseigneur Gérald Moulumba, jeune frère du défunt, a souligné que ce n'est que dans ce sens que le pays va honorer la mémoire de ces grands combattant de la démocratie et des libertés. Fidèle à son principe sacré, le peuple d'abord, et communiant cela avec l'ensemble du peuple congolais, la famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que tout Congolais de toutes les tendances confondues compte le rendre dans un climat serein, les obsèques au pays d'Étienne Tshisekedi devraient être consécutives à la mise en place de l'accord du 31 décembre 2016. À Kinshasa, plusieurs membres du rassemblement ont défilé ce lundi au siège de l'UDPS où un livre de condoléances a été ouvert. Se joignant à la famille du défunt, tous réitèrent la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre comme condition pour les obsèques dignes. Nous continuons à penser que cette occasion devait être l'opportunité de sceller davantage la réconciliation autour des valeurs qui nous ont rassemblés le 31 décembre dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour restaurer la démocratie dans notre pays. Et nous continuons à penser qu'il faut qu'il y ait des gestes de bonne foi pour pouvoir accompagner l'enterrement, les funérailles. Dans l'optique de trouver un compromis sur les obsèques de celui qui a été le premier docteur congolais en droit et pionnier de la lutte pour un état de droit, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Léonard Chéou Kitundu, a effectué un déplacement pour Bruxelles afin de s'entretenir avec la famille du défunt Étienne Tshisekedi. Leurs discussions n'ont donné aucun résultat. La dépouille d'Étienne Tshisekedi sera-t-elle rapatriée à Kinshasa? Le doute demeure. Le Ghana abaisse ses prévisions relatives à la production de cacao pour la campagne 2016-2017. Le pays prévoit ainsi une récolte de 800 000 tonnes de fèves. Le nouveau directeur général du Cocoa Marketing Board prévoit de contracter un prêt syndiqué pour financer la campagne cacaoyère de cette année. Les précisions de Birama Saonera. Le Ghana a revu à la baisse ses prévisions concernant la production des cacao pour la campagne 2016-2017. Le pays table désormais sur une récolte de 800 000 tonnes de fèves, soit entre 50 000 et 100 000 tonnes de moins que prévu précédemment. Il prévoit en outre d'investir des milliards de dollars pour booster l'industrie du cacao. Je pense qu'il serait plus sûr de dire que nous allons produire 800 000 tonnes cette année. Le montant du prêt est fonction de la révision de la récolte, du taux de change du cedi et des prix du cacao sur le marché mondial. De ce fait, je ne pense pas que nous aurons besoin de 1,8 milliard de dollars cette année, d'autant plus que les prix du cacao sont en chute.
Avec une production en moyenne de 750 000 tonnes par an, les nouvelles autorités ghanéennes veulent libéraliser la filière cacao pour faire place aux investisseurs privés. Objectif, augmenter la production de cacao dans le pays. Au Ghana, la commercialisation et l'exportation des fèves est sous la seule responsabilité du COCOBOD. Le cacao compte beaucoup pour l'économie ghanéenne. La privatisation en soi va permettre à une meilleure incitation. Mais est-ce qu'on va forcément avoir une meilleure production? C'est possible si les investissements sont vraiment réalisés dans le secteur. Sur ce marché-là, l'incitation se base sur le niveau de prix. Donc si c'est l'État qui régule ce marché-là, il va de soi que l'État, à un moment donné, par ce mécanisme de fixation de prix, n'applique pas la vérité des prix. Et donc, ça peut décourager les producteurs. Outre le volume de la production, le Ghana devra contracter un prêt syndiqué auprès des banques internationales pour le financement de sa campagne cacaoyère 2016-2017. Pour rappel, le Ghana a produit 780 000 tonnes de cacao au cours de la saison 2015-2016. Il est le deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a inscrit l'agriculture dans son plan d'émergence à l'horizon 2020. C'est en ce sens qu'un fonds pour consolider la culture de l'EVA a été mis en place. Et afin d'accompagner cette dynamique, les autorités appellent les acteurs du secteur à se mobiliser davantage pour augmenter la production nationale. Idalet Mirabel-Bissou. Le Fonds pour consolider la culture de l'EVA a été mis en place en Côte d'Ivoire en 2009. Cet instrument vise le renforcement financier et humain de ce secteur. Aujourd'hui, les acteurs sont invités à plus de dynamisme pour davantage développer la filière en dépit de la chute des cours sur le marché international depuis 2016. Le Fonds met l'accent sur la création de plantations d'EVA, le renforcement de la formation au métier de l'EVA et l'appui à l'entretien des pistes d'accès aux plantations. Le Fonds tient sa naissance du fait que l'État ivoirien, après avoir promu l'agriculture pendant plusieurs années, en immobilisant beaucoup de moyens, a cédé le relais aux filières depuis la fin des années 80. Quand la filière marche bien, le pays va bien. Il y a un an, la filière avait des difficultés en temps de cours. Aujourd'hui, la filière est en train de se restructurer, les prix sont en train de remonter. Nous prions Dieu pour que cela y va de soi. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur et 7e mondial du latex. L'État veut atteindre les 600 000 tonnes d'ici à 2020. Pour ce faire, des réformes ont été instaurées pour permettre de subventionner le prix d'achat des plants au profit des bénéficiaires, de suivre et de conseiller les planteurs pour l'exécution des travaux et véhicoles et de contribuer à la création d'emplois avec la formation au métier de l'EVA. J'ai constaté que les gens qui ont planté l'EVA, vraiment leur vie a changé. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné le courage aussi de planter aussi. C'est pourquoi je me suis donné à l'EVA agriculture. N'ayant pas eu du succès, j'ai fait le retour à la terre. Et c'est ainsi que je fais la connaissance du projet qu'est le FDH. La Côte d'Ivoire a lancé la campagne agricole et commerciale 2016 de la filière EVA dans un contexte de conjoncture internationale marqué par une baisse continue des cours. Le prix du kilogramme de caoutchouc avait alors été fixé à 247 francs CFA le kilogramme contre 1000 francs CFA 4 ans plus tôt. Le chiffre d'affaires du secteur était passé de 538 milliards de francs CFA en 2011 à 292 milliards de francs CFA en 2014. Les autorités ivoiriennes restent résolument tournées vers le cap de l'émergence projeté à l'horizon 2020. En Côte d'Ivoire, toujours 6 journalistes ont été arrêtés le 12 février 2017 puis relâchés. Inculpés, ils sont poursuivis pour divulgation de fausses informations sur la récente mutinerie de soldats. Les articles incriminés ont été publiés samedi 11 février dans les journaux Notre Voix, Le Temps et Soir Info. Des articles susceptibles, selon le communiqué du procureur, d'inciter les soldats à la révolte. Guillaume Bateau, secrétaire général de l'Association de la presse en Côte d'Ivoire, déplore cette inculpation et parle d'intimidation des journalistes et du non-respect de la liberté d'expression. Écoutons-le. Nous pensions qu'avec tous les débats qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, tous les progrès supposés, nous n'allons plus vivre ce genre de situation. Malheureusement, nous sommes obligés de constater que les vieilles pratiques d'intimidation, d'humiliation des journalistes continuent dans notre pays et cela est vraiment malheureux. Une usine d'asphalte a été fermée dans la ville pétrolière du Nigeria, Port Harcourt. Une fermeture qui fait suite aux plaintes des habitants. Une manifestation de riverains s'est notamment tenue pour protester contre la dégradation de l'environnement et en particulier la pollution de l'air. Les précisions d'Idalet Mirabel-Bissou.
Une usine d'asphalte a été fermée au Nigeria après la manifestation des riverains contre la pollution. Les habitants de Port Harcourt, la ville pétrolière du Nigeria, affirment que depuis la fin de l'année 2016, ils ont constaté un dépôt noir sur les toits de leurs maisons, sur leurs voitures et même dans leurs habitations. Les dénonciations qui ont commencé sur les réseaux sociaux, la toile a rapidement été inondée avec des vidéos d'enfants souffrant de maladies respiratoires. Le gouvernement de la région pétrolière nigériane du delta du Niger a qualifié cette situation d'urgence et s'est engagé à trouver une solution durable. Nous pouvons aller fermer 2 ou 3 usines, 2 ou 3 sites, mais cette question finit par entacher notre système fédéral. Nous devons nous assurer de contrôler cette situation. Des produits d'asphalte sont utilisés dans la construction de routes, mais les scientifiques disent que la pollution par des particules comme la suie constitue un danger pour la santé qui peut être lié au risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. La sensibilisation est nécessaire parce que beaucoup d'entre nous souffrent à cause de l'eau que nous buvons et même celle avec laquelle nous nous baignons. On se réveille le matin avec ces particules noires qui nous entourent et nous rendent malades. Pour l'instant, l'usine chinoise d'asphalte a fermé ses portes. Les populations portent toujours les séquelles de la pollution de l'air et des dépôts de la suie. Une situation qui rappelle les marécages pétrolifères du delta du Niger, où les résidents se plaignent depuis des années des déversements de pétrole causés par des pipelines brisés et des pluies d'acide provenant du brûlage du gaz. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.